Cette vidéo est sponsorisée par War Thunder. L'été 1943 a vu l'un des plus grands affrontements de chars de l'histoire. La bataille de Kursk, ce n'était pas une bataille ordinaire, c'était un affrontement entre deux géants militaires. Au sommet de leur puissance, des commandants d'élite, des troupes aguerries et les derniers chars de bataille se sont affrontés dans un test brutal de stratégie de puissance de feu et d'endurance, tandis que Kursk est légendaire pour son ampleur et sa férocité. Son véritable essence réside dans les histoires de ceux qui y ont combattu aujourd'hui. Nous mettons le pied sur le champ de bataille. À travers les exploits de 3 commandants de chars de la première division SS de chars, Leif Standarta, Adolf Hitler, là, faisant partie du 2e corps de chars SS à travers leurs expériences, nous déchiffrons le chaos, la stratégie et les réalités brutales de la plus grande bataille de chars de l'histoire au printemps 1943. La reprise de Kharkov par les Allemands avait créé un saillant massif, tenu par les Soviétiques, centré autour de Kursk, formant un renflement vulnérable dans les lignes de front. L'opération Citadelle a été conçue pour écraser le saillant. Avec une attaque en pince dévastatrice, venant du nord et du sud, unissant le groupe d'armées centre et sud pour rétablir la ligne de front. Le maréchal de camp Erich von Manstein a exhorté à une attaque en mai, mais Hitler a retardé l'opération Citadelle jusqu'en juillet pour déployer les nouveaux chars Panther et Éléphant. Les Allemands ont rassemblé 800 000 hommes, 3 000 chars, 10 000 canons et 2 000 avions, leur dernière force offensive majeure. Les enjeux ne pouvaient pas être plus élevés. Les Allemands étaient tous engagés pari en tout sur une percée décisive. Pourtant, ils faisaient face à 1,9 million, 100 000 soviétiques, 5 000 chars, 25 000 canons et 3 000 avions. Les soviétiques ont utilisé le retard pour construire une défense redoutable, profonde de 25 miles, remplie de tranchées de bunkers, de pièges à chars et de champs de mines denses les très attendus. 200 Panthers du 48e corps de chars se sont révélés être une grande déception, en proie à des pannes mécaniques. Et manœuvrés par des équipages inexpérimentés en 2 jours seulement 50, étaient encore opérationnels et après 5 jours. Ce nombre avait diminué à seulement 10. La plupart des combats ont été confiés aux Panzer III et Panzer IV-G, équipés de nouvelles jupes de fusils anti-chars. Aux côtés des canons d'assaut et de quelques chars, Tigre avec des canons de 4,28 mm menant l'assaut du Sud, se trouvait le 2e corps de chars SS. Composé des divisions d'élite Waffen-SS, Leibstandarte der Reich et Totenkopf, sous le commandement de l'Obergruppenführer SS Paul Papa Hausser. Rattaché à l'armée de chars du général Oberst Hermann Hoth, le 4e au sein du groupe d'armée du maréchal de camp Erich von Manstein. Sud, leur mission était de pousser vers le nord avant de tourner à l'est, vers Kursk, avec des milliers d'hommes et de machines rassemblés. Et la Luftwaffe dominant les cieux, la scène était prête pour une bataille de proportions épiques. Pour beaucoup, l'échec signifiait une destruction certaine. Le 2e corps de chars SS, armé de près de 500 chars et véhicules blindés, était sur le point de plonger dans ce qui allait devenir le plus grand affrontement de chars de l'histoire. À l'aube du 5 juillet 1943, l'attaque a commencé. 11 tigres opérationnels, dirigés par le capitaine SS Heinrich Kling, ont avancé vers le nord depuis leur position de départ près de Kafka. Chargé de percer les défenses soviétiques au sud et au sud-est de la ville, l'ennemi, une force bien organisée de lance-flammes, de canons anti-chars et de chars T-34, a opposé une résistance acharnée lors du premier affrontement. Le leader de peloton, Michael Wittmann, et ses tigres ont rapidement éliminé 2 T-30 fours, tandis que les autres tigres ont neutralisé des positions anti-chars et des blindés soviétiques supplémentaires. Alors que le La avançait, les véhicules soviétiques restants se sont retirés et les Allemands ont saisi Bikovka. Le jour s'est avéré dramatique pour Wittmann et son équipage au milieu de multiples engagements. Le chargeur Walter Koch a été blessé par des éclats d'obus et leur tigre a heurté une mine, endommageant ses chenilles SS Panzer Schützen. Max Gabel a remplacé Koch et le tigre endommagé a rapidement été remorqué en sécurité malgré ses revers. Le tigre du Vietnam a obtenu des résultats dévastateurs, détruisant 15 cibles ennemies, y compris 8 chars et 7 des redoutés canons anti-chars. Bien que l'équipage de Wittmann ait évité d'autres blessures après le premier jour, ils ont dû faire face à une bataille épuisante pour garder leur tigre endommagé opérationnel au cours des 4 jours suivants. Wittmann et son équipage ont travaillé sans relâche. En enchaînant les missions de combat, le 9 juillet a apporté un rare moment de répit, alors que certains équipages de Panzer, y compris celui de Wittmann, ont bénéficié d'un bref repos à Teterowino. Cependant, avec Heinrich Klink et son remplaçant en tant que sobre Stern, Führer-Schütz, tous deux blessés, Wittmann a été nommé commandant de compagnie par intérim le 11 juillet. Le combat brutal avait laissé des séquelles, laissant l'as des Panzers âgés de 29 ans complètement épuisé à ce stade. Le tigre de Wittmann avait accumulé un total incroyable de 30 chars ennemis et 28 canons anti-chars détruits, mais il n'était pas le seul à faire l'histoire sur le champ de bataille durant cette période intense. Plusieurs des camarades du Vietnam
Se sont distingués par des actes de bravoure remarquables. Parmi eux se trouvait le SS Untersturmführer Franz Staudiger, membre de la deuxième section de Helmut Wendorf. Avant de plonger à nouveau dans la vidéo, voici un mot rapide de notre sponsor War Thunder. War Thunder est le jeu de combat de véhicules militaires le plus complet jamais créé. Vous pouvez jouer gratuitement sur PC, PlayStation, Xbox et mobile. Vous pouvez commander plus de 2500 chars historiquement précis avions, hélicoptères et navires de guerre de différentes nations couvrant plusieurs époques. L'une des choses que j'aime personnellement dans War Thunder est l'attention portée aux détails. Du bruit des chenilles de chars au son du rugissement du moteur d'un chasseur, le réalisme est absolument époustouflant et vous pouvez jouer uniquement avec une souris, un clavier ou une manette. Maintenant, voici quelque chose que vous voudrez découvrir. Les modèles de dégâts très détaillés du jeu lorsque vous touchez un char ennemi. Ce n'est pas seulement une barre de santé qui diminue, vous voyez exactement où le tir a atterri et ce qui a été endommagé. Rejoignez plus de 70 millions de joueurs dans le monde entier dans des batailles PVP épiques aujourd'hui avec une richesse inégalée de contenu de haute qualité à découvrir. Il n'y a tout simplement aucun jeu mieux adapté aux fans d'histoire militaire et le meilleur de tout, vous pouvez jouer à War Thunder gratuitement sur PC, PlayStation, Xbox et mobile. Utilisez simplement les liens dans le commentaire épinglé ou la description de la vidéo pour vous inscrire. Les nouveaux et anciens joueurs sur PC et console qui n'ont pas joué au cours des 6 derniers mois recevront également un énorme pack de bonus comprenant plusieurs véhicules premium, le décorateur de véhicules exclusif Aigle, valeur 100 000 lions d'argent et 7 jours de compte premium. Cette offre est disponible pour une durée limitée, seulement alors ne manquez pas cette occasion. Merci encore à War Thunder pour le sponsoring de la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant, revenons-y. Au 8 juillet 1943, les Tigres de la première division, SS Panzerliebstandarte, avaient été au cœur des combats brutaux à Koursk. Ces géants d'acier avaient brisé les positions soviétiques, mais le combat implacable avait laissé des séquelles. Beaucoup des puissants, Tigre étaient endommagés, y compris celui commandé par Franz Tübinger frustré. Staudiger ne pouvait que regarder. Alors que son Tigre était au camp de réparation à Teterinovo, ses chenilles endommagées, incapables de rejoindre la bataille, il semblait qu'il manquerait l'action ce jour-là, mais le destin avait d'autres plans. À 10 h du matin, un message urgent est arrivé au camp de réparation. Une massive force d'assaut soviétique de 50 à 60 chars se dirigeait vers le nord-ouest. Les défenses allemandes étaient en grave danger d'être submergées. Chaque Tigre disponible était déjà engagé ailleurs. Il ne restait qu'un seul char pour arrêter l'assaut, celui de Staudiger sans hésitation. Staudiger et son équipage se précipitèrent pour effectuer des réparations d'urgence. Les chenilles du Tigre tenaient à peine, mais il n'y avait pas de temps à perdre. Boitant vers la bataille, Stauffer arriva juste à temps pour sauver des éléments du bataillon d'infanterie. Deutschland être anéanti, 2-30 soviétiques étaient déjà en flammes, détruits par les défenseurs allemands désespérés. Mais il y en avait des dizaines d'autres. L'arrivée du Behemoth d'acier a inversé le cours de la bataille, avec l'infanterie guidant leurs tirs. L'équipage du Tigre a rapidement détruit 3-30 soviétiques, préparant le terrain pour un affrontement intense au cours des prochaines heures brutales de combat. Staudinger manœuvra habilement, changeant constamment de position pour éviter de devenir une cible facile, tout en détruisant 10 à 7 chars ennemis, malgré de nombreux impacts. L'épaisse armure du Tigre s'est avérée impénétrable aux canons soviétiques de 76 mm. L'attaque ennemie affaiblie. Ce qui avait commencé comme une offensive soviétique s'est transformé en une retraite chaotique. Mais Staudinger n'en avait pas fini. Alors que le Tigre commençait à avancer, l'infanterie allemande éclata. En acclamation, ils avaient été témoins d'un seul char inverser le cours de la bataille en avançant. Staudinger tomba sur le point de regroupement soviétique. Une forêt derrière leur ligne, où les équipages ennemis croyaient être en sécurité, mais ils ne s'attendaient pas au Tigre, telle une bête vengeresse émergeant des ombres. Le char de Staudinger rugit à la vue, le canon de 88 mm tonna à nouveau 5 autres chars soviétiques, furent anéantis en quelques minutes, à ce moment-là cependant. Le Tigre de Staudinger était à court de munitions perforantes, sans moyen de détruire plus de chars. Il ordonna à son conducteur de se retirer dans les bois. Alors qu'il se retirait, des obus soviétiques tombaient sur le Tigre solitaire. Le char de Staudinger fut touché 67 fois, mais il ne céda jamais son équipage, continua à tirer des obus explosifs et des obus fumigènes. Maintenant l'ennemi à distance alors qu'il regagnait les lignes allemandes au moment où il revenait. Le Tigre était presque détruit, sa suspension gravement endommagée, ses chenilles tenaient à peine. L'équipage était complètement épuisé au bord de l'effondrement, mais l'attaque soviétique était écrasée pour son incroyable bravoure. Franz Stauffer est devenu le premier commandant de Tigre à recevoir la croix de chevalier. Ses actes héroïques étaient si étonnants qu'il fut plus tard invité par Adolf Hitler lui-même à raconter la bataille alors que la division blindée SS avançait.
Elle avait surpassé ses homologues de la Waffen-SS. Dans l'avancée brutale combattant à travers le corridor de la rivière Sel, Michael Wittmann et ses camarades commandants de chars tenaient bon face aux contre-attaques soviétiques incessantes. Maintenant, ils se trouvaient à seulement 3 km de Prokhorovka, une ville auparavant insignifiante. Cela allait devenir l'épicentre de la plus grande bataille de chars de l'histoire le matin du 12 juillet. Le décor était planté pour un affrontement brutal de guerre blindée, avec plus de 2000 véhicules blindés, et des canons anti-chars des deux côtés convergèrent sur les vastes plaines au sud de Koursk, près de Prokhorovka. Environ 90 km au sud-est de Koursk, le deuxième corps de chars SS, avec juste moins de 300 véhicules, dont 15 Tigres, se mesurait à la 5e armée de chars de la garde soviétique. Le champ de bataille s'étendait sur 20 km, préparé pour un affrontement blindé d'une ampleur sans précédent. Les Allemands étaient lourdement en infériorité numérique, 3 contre 1, mais ils tenaient bon vague après vague de chars soviétiques se précipitaient en avant, mais les formations de la Leibstandarte refusaient de céder. L'objectif était clair, engager l'ennemi de front et avancer vers Prokhorovka. Mais à l'insu du commandant du corps de chars, Paul Hosser, les soviétiques avaient une surprise. En réserve 2 corps de chars frais, le 18e et le 29e de la 5e armée de chars de la garde de Rotmatsov, attendaient juste au sud de la ville prêts pour une contre-attaque massive. Lorsqu'ils frappèrent, la Leibstandarte fut momentanément prise au dépourvu, mais les équipages vétérans se regroupèrent rapidement et tinrent bon. La Leibstandarte avait juste moins de 100 chars à sa disposition, principalement des Panzer IV et des Panzer III légèrement blindés plus anciens. Parmi eux, il n'y avait que 4 Tigres entièrement opérationnels, dont Michael Wittmann, malgré leur lourde infériorité numérique. Ils tenaient bon, repoussant avec succès les attaques soviétiques. Le lieutenant de la SS Rudolf von Ribbentrop, fils du ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne nazie, dirigeait une compagnie de 6 Panzer IV, alors qu'ils avançaient en bas d'une pente pour soutenir les grenadiers blindés en difficulté, engageant à une distance de 800 mètres. Son unité détruisit avec succès plusieurs T-34, bien que le Panzer IV, le char allemand le plus largement utilisé à Koursk, manquait de vitesse et de blindage par rapport au 34. Il avait l'avantage d'une puissance de feu supérieure et d'une précision de ciblage. Mais à Prokhorovka, la tactique et l'entraînement faisaient la différence entre la survie et l'annihilation de l'infanterie soviétique, qu'elle soit morte ou vivante, était jetée hors des chars en flammes à mesure que la bataille s'intensifiait avec leurs troupes de soutien prenant couverture. Les blindés soviétiques avançaient sans relâche, jusqu'à ce que les deux côtés soient complètement engagés dans un combat rapproché. Depuis son poste d'observation, le général de l'armée rouge Pavel Rotmistrov était témoin de la férocité du combat. Il n'y avait ni temps ni espace pour se désengager de l'ennemi allemand et se reformer en ordre de bataille ou opérer en formation. Les obus tirés à courte distance perçaient non seulement le blindage latéral, mais aussi le blindage frontal des chars des deux côtés. L'expérience de Ribbentrop était tout aussi intense. Un T-34 commença à brûler. Il n'était qu'à 50 à 70 mètres de nous. Au même instant, le char à côté de moi reçut un coup direct et s'enflamma. Son voisin à droite fut également touché, et bientôt, il était aussi en flammes. L'avalanche de chars roulait droit vers nous. À cette distance, chaque tir était un impact Ribbentrop, et son équipage se battait désespérément, détruisant 4 chars soviétiques de plus. L'un d'eux, à seulement 10 mètres, le dernier tir fut dévastateur. Le 34 explosa, et sa tourelle s'éleva à 3 mètres dans les airs. Manquant de s'écraser sur le canon de son propre char, alors que la vague soviétique passait à côté de lui, Ribbentrop se retrouva derrière les lignes ennemies, entouré de chars soviétiques inconscients de sa présence, tandis que les canons d'assaut allemands et les formations de panzer cachés ouvraient le feu depuis derrière un fossé anti-char, transformant le champ de bataille en un enfer. Saisissant le moment des troupes de ruban, les panzers chargèrent à travers la masse d'infanterie soviétique depuis derrière ses mitrailleuses, déchirant les troupes ennemies cherchant un abri. Il se cacha derrière un 34 en flammes et continua à tirer sur les chars soviétiques. Essayant désespérément de traverser un pont au-dessus du fossé, des 34 en flammes se heurtaient et se chevauchaient. C'était un véritable enfer de feu et de fumée, d'obus percutants et d'explosions, puis le désastre frappa. Un obus soviétique s'écrasa dans sa tourelle, enfonçant la lunette du tireur dans son œil et infligeant une grave blessure à la tête. Mais même dans son état blessé, Ribbentrop et son équipage avaient détruit 14 chars ennemis avant de finalement se retirer vers la sécurité des lignes allemandes dans le secteur nord SS. Le capitaine Heinrich Kling de la 13e compagnie de chars lourds avançait. Sans relâche, ses chars tigres écrasant les haies et la dense broussaille soudain, de la lisière des arbres à moins d'1 mille, une vague de 60 chars soviétiques se précipita en avant. Le sous-lieutenant Michael Wittmann réagit instantanément. Le canon de 88 mm de son Tigre rugit. En voyant un T-34 en flammes, les chars soviétiques tirèrent en mouvement, réduisant rapidement la distance.
4 tigres furent touchés, momentanément paralysés, mais toujours debout. Juste au moment où le choc des blindés s'intensifia, le colonel Hansel recruta des bombardiers en pique et Stuka qui plongèrent dans le combat, dévalant à travers le ciel en fumée. Des piliers noirs de carburant en feu s'élevaient vers le haut, alors que les Stuka déchaînaient leurs mortels, canons de 37 mm sur l'armure arrière, exposés des chars soviétiques, mais les chasseurs Yak soviétiques réagirent rapidement. Les cieux se transformèrent en un champ de bataille à part entière, avec des Yaks attaquant les Stuka plus lents, essayant de les abattre. Quelques instants plus tard, les chasseurs allemands Bechef 109 soupèrent, déchirant les Yaks, transformant le combat aérien en un combat de chiens mortels et tourbillonnant. Les 3 tigres de Wittmann avancèrent luttant à travers une tempête d'acier, l'air épais de fumée et de flammes. Alors qu'ils passaient Prokhorovka, la voix urgente de Kling crépitait à la radio. « Acton, une forte force de chars ennemis approche de devant. » De nombreux chars, c'était la 181e brigade de chars. L'armure soviétique se précipitait en avant, disparaissant brièvement dans une vallée avant de franchir une élévation voisine. Les tigres tenaient leur position, leurs canons de 88 mm tonnant, déchirant les rangs soviétiques avancés. Des explosions enflammées déchiraient le champ de bataille. Alors que des 34 étaient pulvérisés, mais les soviétiques continuaient d'avancer, ils devaient se rapprocher de 800 mètres suffisamment près pour que leurs canons de 66 mm aient une chance de pénétrer l'épaisse armure frontale du tigre. La bataille faisait rage alors que Wittmann et ses camarades tankistes repoussaient le brutal combat rapproché qui se poursuivait tout au long de la journée. Après une journée de combats brutaux, les forces-là avaient réussi à tenir leur position autour de la colline de 152,2. Cependant, la bataille ne s'était pas déroulée aussi bien pour les autres divisions. De la Waffen-SS Totenkopf avait subi de lourdes pertes en atteignant son point de rassemblement au nord-ouest de Prohorovka, tandis que Das Reich était embourbé par une résistance soviétique tenace alors que la bataille se poursuivait. Les steppes, autrefois plates et sèches, ont été transformées en un paysage de destruction, jonché des épaves brûlantes de véhicules blindés et des restes tordus de soldats tombés d'ici la fin de la journée sur le papier. Cela semblait être une victoire écrasante pour les Allemands. Leurs pertes de chars étaient minimales, tandis que les pertes soviétiques étaient catastrophiques, bien que les chiffres restent fortement débattus. L'historien Christopher Bergström estime que les Allemands ont perdu 850 hommes et seulement 5 panzers, tandis que les forces soviétiques ont subi 5500 pertes et près de 300 chars détruits. La compagnie Tiger standardiste avait été particulièrement efficace avec seulement un Tiger temporairement hors de combat, et même celui-ci a été récupéré et réparé par la suite, malgré leur succès tactique. Les forces allemandes ne pouvaient tout simplement pas suivre le nombre écrasant de renforts soviétiques pour chaque char soviétique détruit. D'autres semblaient apparaître et, tandis que les soviétiques pouvaient absorber leurs pertes éprouvantes, les divisions Waffen-SS allemandes étaient poussées à leurs limites, tandis que ses commandants restaient confiants dans la victoire. Hitler voyait les choses différemment en convoquant ses chefs militaires au QG de la Tanière du Loup en Prusse orientale. Il a délivré des ordres inattendus avec le débarquement allié en Sicile le 10 juillet. Il a déclaré que l'opération Citadelle devait être arrêtée immédiatement pour rediriger les troupes vers l'Italie. Ainsi, l'opération Citadelle a été mise à l'arrêt alors que les Allemands avaient l'avantage dans la bataille. Ils avaient déjà perdu la campagne. Michael Wittmann et ses camarades d'écrou Tiger, malgré leur succès personnel, n'ont pas pu inverser le cours de la guerre au 14 juillet. La compagnie Tiger standardiste n'avait que 5 chars opérationnels. Bien que ce nombre ait augmenté à 9 d'ici le 10 à 7 juillet, avec l'avancée allemande maintenant arrêtée, ils se sont retirés à l'ouest de Belgrade le 10 à 7 juillet. Le 2 Corps de chars SS a reçu l'ordre de retirer les opérations. Citadelle avait échoué et avec cela, la dernière grande offensive de l'Allemagne sur le front oriental était arrivée à son terme peu après. Wittmann et ses camarades ont été redéployés en Italie alors que la guerre prenait une nouvelle direction. Et c'est tout pour la vidéo, mais avant de partir, n'oubliez pas de consulter le sponsor d'aujourd'hui, War Thunder, et de faire exploser quelques chars joués au jeu maintenant gratuitement sur PC, PlayStation, Xbox ou mobile, en utilisant les liens dans le commentaire épinglé ou la description de la vidéo si vous êtes nouveau sur War Thunder, ou si vous revenez après une pause d'au moins 6 mois sur PC ou console, vous recevrez un énorme pack de bonus comprenant des véhicules premium, 100 000 Yayons d'argent et 7 jours de compte premium. Assurez-vous de le récupérer tant qu'il est disponible.